Sous l'escalier hiéroglyphique, les archéologues découvrent une dalle de calcaire du 5e siècle. Elle porte le nom des premiers rois de Copan. Sous la dalle se cache une petite crypte circulaire remplie d'offrandes. Elle contient des traces de mercure, 3 crânes humains, le squelette complet d'un puma et le squelette d'un être humain enterré en position assise et dont certaines parties sont noircies ou calcinées. Pourrait-il s'agir de la sépulture d'un roi? David Sedat souhaite analyser le contenu de cette tombe afin d'en savoir plus sur les rites funéraires mayas. Il se rend au centre de recherche archéologique de Copan. D'après l'emplacement de la sépulture et la présence d'une sculpture dynastique, il pourrait s'agir d'un roi. Mais l'analyse du squelette ne confirme pas cette hypothèse. Les mensurations des hanches indiquent qu'il s'agit d'une femme. Cette découverte est inattendue. C'est le squelette d'une jeune femme, plutôt gracieuse, d'environ 25 ans. En examinant les ossements, David Sedat observe que l'avant-bras droit est fracturé. Une fracture liée à un combat. Cette femme présente des blessures qui correspondent à celles d'une guerrière. Après cette découverte, les archéologues en déduisent que les armées mayas comptaient aussi des femmes. Cette guerrière a été inhumée avec 3 crânes d'hommes, des carapaces de tortues, des ossements de cerf, un squelette de puma et d'innombrables bijoux en jade. De toute évidence, ce n'est pas une sépulture ordinaire. C'est très intéressant, car les crânes humains sont encore rattachés aux vertèbres du cou. Et ces vertèbres présentent des traces d'entailles très nettes qui indiquent que les têtes ont été tranchées. C'est la preuve d'un sacrifice par décapitation. Il pourrait s'agir des victimes d'un sacrifice de groupe. Les Mayas sacrifiaient souvent des guerriers ennemis capturés au combat. L'analyse isotopique révèle que cette femme n'était pas originaire de Copan, mais d'une région beaucoup plus au nord. Il y a une forte probabilité que cette femme ait elle-même été victime d'un sacrifice. Chez les Mayas, le sacrifice occupait une place centrale dans la religion. Ce n'était pas un acte gratuit. C'était un rite très important lié à la résurrection, la renaissance, au renouveau même de la vie. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les pratiques funéraires des Mayas. À Copan, l'équipe japonaise continue de chercher la trace d'autres tombes royales. Seiichi Nakamura se concentre sur les ruines du temple 7. On a décidé d'entreprendre des fouilles à cet endroit en raison de la présence de cet escalier. Les Mayas avaient pour habitude d'enterrer des offrandes importantes ou des restes de sacrifices sous les marches de l'entrée des temples. C'est pour ça qu'on creuse précisément à cet emplacement. Seiichi Nakamura espère exhumer la sépulture du 14e roi de Copan. Une découverte macabre confirme qu'il est sur la bonne piste. Quand un crâne est retrouvé dans un temple associé à une dynastie, il symbolise la puissance du roi. Il faut ajouter à cela la signification habituelle du crâne, c'est-à-dire la mort et les rites funéraires. Non loin de là, une section de mur attire l'attention de l'archéologue.
elle ne ressemble pas au reste du monument. Sur ce pan de mur, les pierres sont parfaitement alignées. Et il y a une trace de coupe très nette des deux côtés. Mon interprétation est que ce mur a été découpé. Je pense que les Mayas l'ont ouvert à cet endroit pour y cacher quelque chose. Et qu'ils l'ont scellé ensuite. Pour Seiichi Nakamura, il s'agit de l'entrée d'un passage secret. Ce ne sont que des suppositions, mais si une tombe royale se cache en effet sous le temple 7, cette section de mur est peut-être l'accès à un passage souterrain. Il faudra plusieurs mois aux archéologues pour dégager cette entrée. J'ai un bon pressentiment. Les rites funéraires mayas ont pour but d'apaiser les dieux et de faciliter le passage du défunt dans l'au-delà. Mais dans la vie, les Mayas avaient aussi des façons bien particulières de communiquer avec leur divinité. Une frise, réalisée sur une dalle de calcaire, illustre ces pratiques. Panos Kratimenos l'examine avec attention. Elle date de 725 environ et représente un roi qui brandit une torche. Sa reine est agenouillée à ses côtés. On voit la reine passer une cordelette recouverte d'épines à travers sa langue pour faire couler le sang. L'automutilation est une pratique courante chez les Mayas. Les individus de haut rang se tranchent les oreilles, la langue et d'autres parties sensibles du corps avec des aiguillons de raie ou des lancettes en obsidienne. Ils le font dans un but bien précis. Les élites menaient une vie très privilégiée, mais elles devaient en payer le prix de leur propre sang. Les rois mayas prétendent communiquer avec le monde surnaturel et revendiquent ainsi leur légitimité. Leur mission est de s'adresser aux dieux et de s'attirer leur faveur. Le moyen le plus efficace pour eux de demander des faveurs aux dieux était de leur offrir leur sang. Ce sacrifice présente l'avantage de pouvoir être réitéré, mais il n'est pas pour les cœurs fragiles. C'était très douloureux. Quand il fait chaud et humide, les plaies cicatrisent très mal. Donc c'était potentiellement dangereux aussi. Qui sont ces dieux assoiffés de sang et quel est leur rôle dans la vie quotidienne des Mayas? À Copan, David Sedat enquête sur ces mystérieuses divinités mayas. Des indices se cachent partout dans la cité, comme ces sculptures d'un oiseau aux couleurs chatoyantes, l'ara rouge. Le hara est un oiseau très fier et très bruyant. Il crie plus fort que tous les autres. Les haras sont très répandus à Copan à l'époque des Mayas. À Copan, de nombreuses sculptures montrent le roi divin et les nobles avec des coiffes aux longues plumes. Ce devait être un spectacle magnifique. Mais pour les Mayas, l'ara est bien plus qu'un oiseau d'ornement. Il joue un rôle important dans l'histoire de la création. Quand les dieux mayas ont créé le monde, il n'y avait ni être humain, ni lumière sur Terre. Seulement un oiseau vaniteux appelé Vucub Caquix, qui se vantait d'être le soleil, la lune et la lumière réunis. Les dieux ont tenté de créer des hommes avec de la boue et du bois, mais ils n'avaient pas d'âme et ne pouvaient pas les adorer. Alors les dieux les ont détruits. Puis un jour, des jumeaux ont lancé un défi à l'oiseau démon et ont triomphé de Vucub Caquix. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, les jumeaux sont devenus la lune et le soleil. Et les dieux ont créé les êtres humains à partir d'épis de maïs. Les Mayas vénèrent plus de 160 divinités. Des êtres complexes, aux fonctions élaborées et multiples. Les Mayas croyaient en un univers fractal, un monde qui évoluait en permanence et formait de nouvelles dynamiques.
Si les dieux sont en colère, ils peuvent punir la cité en provoquant une mauvaise récolte ou une sécheresse. Il est impératif de les satisfaire en toutes circonstances. Cependant, la nature est parfois plus forte, et les Mayas doivent rivaliser d'ingéniosité pour la dompter. À 270 km de là, la remarquable cité de Tikal en témoigne. L'archéologue Livy Grazioso étudie les Mayas depuis plus de 30 ans. Elle pense que leur survie reposait sur un élément très simple, l'eau. On a une saison humide et une saison sèche. Et la saison sèche dure parfois plus de 4 mois. Les Mayas devaient s'assurer que tout le monde avait assez d'eau pendant cette période. Les lacs ne se forment pas naturellement à Tikal, car le soubassement en calcaire est poreux. Lorsqu'il pleut, l'eau est très vite absorbée par le sol. Alors, comment accumuler des réserves d'eau suffisantes pour alimenter la population ? La réponse est désormais enfouie sous une jungle épaisse. Lors d'une exploration, Livy Grazioso remarque une différence de niveau importante à un emplacement de la forêt. On se trouve actuellement dans la réserve d'eau du palais. Il y avait tout un ensemble de réservoirs dans le palais de Tikal. Ces réservoirs font partie d'un réseau hydraulique gigantesque. À Tikal, les Mayas construisent des canaux pour recueillir l'eau de pluie qui déferle des monuments et des routes. Ils creusent un bassin profond, le tapissent d'argile et édifient un barrage en pierre de 10 mètres, qui fait également office de pont. À la saison des pluies, cet énorme réservoir de plus de 180 mètres de diamètre se remplit d'eau. Le trop-plein se déverse dans un bassin encore plus grand, situé en aval. 500 ans avant notre ère, les Mayas commencent à bâtir des réservoirs comme celui-ci, en plein cœur de Tikal. Ils en construiront une vingtaine, jusqu'au début du Xe siècle. Mais dans une cité aussi peuplée, entretenir la propreté de l'eau relève de l'impossible. Nos analyses ont trouvé des cyanobactéries et des traces de contamination au mercure. C'est très toxique. Les Mayas ont dû inventer un système de filtration de l'eau afin que tout le monde puisse la consommer. C'est là que toute leur inventivité entre en jeu. Dans une mine située à 30 km de Tikal, les Mayas extraient de la roche volcanique et du sable qu'ils rapportent dans la cité. Le sable contient un cristal appelé zéolite, qui fonctionne comme un filtre moléculaire et permet d'évacuer les toxines. Cette technique de filtration est encore utilisée aujourd'hui. Les ingénieurs fabriquent également de grands filtres en sable, qu'ils disposent à l'extrémité des canaux. Ce système est utilisé entre l'an 200 avant notre ère et l'an 1000. C'est la première centrale de purification de l'eau de l'histoire de l'humanité. Pour les rois mayas, avoir ainsi la capacité de contrôler l'eau était un atout capital. C'était un signe de prestige et également de pouvoir. Grâce à ce réseau hydraulique révolutionnaire, les habitants de Tikal ont accès à l'eau potable toute l'année. Mais leur survie reste précaire. Et vers la fin du Xe siècle, Tikal, comme les autres grandes cités mayas, finira par être abandonnée.